Dieses Land und dieses Volk kommt nicht zum Reich in einer demütigenden Rolle. Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Flammarion, présentent Hitler, première partie, de Jan Kershaw, lu par Éric Herson-Macquarel. Der deutschen Jugend der Zukunft wünschen ist etwas anderes, als was die Vergangenheit sich gewünscht hat. Wir müssen einen neuen Menschen erziehen. Fantaisie et échec. Le premier des nombreux coups de chance de Hitler eut lieu 13 ans avant sa naissance. En 1876, l'homme qui allait devenir son père changea de nom, abandonnant Alois Schicklgruber pour celui d'Alois Hitler. On peut croire Hitler lorsqu'il assure qu'aucune initiative de son père ne devait lui plaire davantage que la décision de laisser tomber ce nom vulgaire et rustique de Schicklgruber. Pour un héros national, Heil Schicklgruber eût été assurément une salutation peu vraisemblable. Les Schicklgruber étaient depuis des générations une famille de paysans, des petits propriétaires terriens du Waldviertel, région pittoresque mais pauvre, vallonnée et, comme son nom l'indique, boisée, située dans le nord-ouest de la Basse-Autriche, aux confins de la Bohême, et dont les habitants avaient la réputation d'être austères, durs et peu accueillants. Le père de Hitler, Alois, y était né le 7 juin 1837, dans le village de Strauns, fils illégitime de Maria Anna Schicklgruber, alors âgée de 42 ans et fille d'un petit propriétaire démuni, Johann Schicklgruber. Il fut baptisé le même jour sous le nom d'Alois, dans le village voisin de Döllersheim. Le père de Hitler fut le premier membre de sa famille à s'élever socialement. En 1855, à l'âge de 18 ans, il obtint un poste modeste au ministère autrichien des Finances. Pour un jeune homme de cette origine et au bagage scolaire aussi limité, il devait connaître un avancement impressionnant au cours des années suivantes. Après avoir suivi une formation et réussi l'examen nécessaire, il décrocha un petit poste de surveillant en 1861, puis un emploi dans les douanes en 1864. En 1870, il devint agent des douanes et l'année suivante s'installa à Braunau am Inn, où il fut nommé inspecteur des douanes en 1875. Le changement de nom eut lieu un an plus tard. Grimpant dans l'échelle sociale, peut-être Alois préféra-t-il la forme moins rustique de Hitler, variante de Hitler, Hitler, Hütler, Hütler, qui signifie petit propriétaire, le patronyme de Johann Georg, qui devait plus tard épouser la mère d'Alois, apparemment en reconnaissant la paternité. Quoi qu'il en soit, Alois parut satisfait de ce nouveau nom et, à compter du jour de la délivrance de l'autorisation définitive en janvier 1877, il signa Alois Hitler. Son fils se montra également satisfait de la forme plus caractéristique de Hitler. Clara Pölzl, la future mère d'Adolf Hitler, était l'aînée des 3 survivantes, les 2 autres étant Johanna et Theresia, des 11 enfants nés du mariage de la fille aînée de Nepomuk, Johanna Hütler, et de Johann Baptist Pölzl, également petit exploitant à Spital. Clara grandit à la ferme jouxtant celle de son grand-père Nepomuk. À la mort de son frère, Johann Georg Hitler, Nepomuk avait effectivement adopté Alois Schicklgruber. Quant à la mère de Clara, Johanna, et à sa tante Walburga, elles avaient été élevées avec Alois dans la maison de Nepomuk. Officiellement, après le changement de nom et la légitimation de 1876, Alois Hitler et Clara Pölzl étaient cousins issus de germains. En 1876, à l'âge de 16 ans, Clara Pölzl quitta la ferme familiale de Spital pour entrer comme servante dans la maison d'Alois Hitler, à Braunau am Inn. À cette époque, Alois était un agent des douanes respecté. Sa vie privée était cependant moins ordonnée que sa carrière. Il se maria 3 fois. D'abord avec une femme beaucoup plus âgée que lui, Anna Glasserl, dont il se sépara en 1880, puis avec 2 femmes assez jeunes pour être ses filles.
Une liaison prémaritale et ses 2 derniers mariages devaient lui donner 9 enfants, dont 4 disparus en bas âge. Bref, il eut une vie privée un peu plus tumultueuse que la moyenne, tout au moins pour un agent des douanes en province. Quand sa 2e épouse, Franziska Fanny Matzelberger, mourut de la tuberculose en août 1884, à 23 ans, leurs 2 enfants, Alois et Angela, étaient encore tout petits. Au cours de sa maladie, Fanny était allée se reposer au grand air dans la campagne des environs de Braunau. Pour s'occuper de ses enfants, Alois s'adressa directement à Clara Pölzel, qu'il fit revenir à Braunau. Tandis que Fanny se mourait, Clara tomba enceinte. Comme ils étaient officiellement cousins issus de germains, un mariage entre Alois et Clara nécessitait une dispense ecclésiastique. Après 4 mois d'attente, au cours desquels la condition de Clara devint de jour en jour plus évidente, la dispense finit par arriver de Rome fin 1884. Le mariage fut célébré le 7 janvier 1885 à 6 heures du matin. Peu après cette cérémonie de pure forme, Alois reprit son travail aux douanes. Gustave, le premier enfant du 3e mariage d'Alois, vit le jour en mai 1885. En septembre de l'année suivante, le couple eut un 2e enfant, Ida, puis un fils, Otto, qui mourut quelques jours après l'accouchement. Une autre tragédie attendait Clara peu après. Gustave et Ida contractèrent la diphtérie et moururent à quelques semaines d'intervalle en décembre 1887 et en janvier 1888. Au cours de l'été 1888, Clara tomba de nouveau enceinte. À 18h30, le 20 avril 1889, un samedi de Pâques couvert et glacial, elle donna naissance dans sa maison du Gasthof zum Pommer, Vorstadt, numéro 219, à son 4e enfant, le premier à survivre à la petite enfance, Adolphe. Les documents historiques sur les premières années d'Adolphe sont clairsemés. Le récit qu'il en donne dans Mein Kampf est inexact dans les détails, son interprétation tendancieuse. Les souvenirs de sa famille et de ses connaissances réunis après la guerre appellent la prudence et sont parfois aussi douteux que les efforts déployés sous le Troisième Reich pour glorifier l'enfance du futur Führer. Pour ce qui est des années de formation, si importantes aux yeux des psychologues et des psychohistoriens, force est bien d'admettre qu'il n'est pas grand-chose qui ne relève de la conjecture rétrospective. Au moment de la naissance d'Adolphe, Alois vivait modestement. Il touchait un revenu confortable, assez nettement supérieur à celui d'un directeur d'école élémentaire. Outre Alois et Clara, les 2 enfants du second mariage d'Alois, Alois Junior, avant qu'il ne quittât le domicile familial en 1896, et Angela, Adolphe, son petit frère Edmund, né en 1894, mort en 1900, et sa sœur Paula, née en 1896, la maisonnée s'augmenta des services d'une cuisinière et servante, Rosalia Schichtl. À ces personnes, il faut ajouter la tante Johanna, l'une des sœurs cadettes de sa mère, bossue et acariâtre, qui avait cependant une profonde affection pour Adolphe et aidait bien Clara à tenir la maison. Après son héritage et l'achat de sa propriété en 1889, Alois put jouir d'une confortable existence bourgeoise. La vie de famille fut cependant loin d'être harmonieuse et heureuse. Alois était le type même du fonctionnaire de province, imbu de lui-même, plein de son importance, strict, dénué d'humour, économe, tatillon et assidu au travail. La communauté locale lui témoignait du respect, mais au travail comme à la maison, son mauvais caractère pouvait se traduire par des explosions imprévisibles. En famille, Alois était un mari autoritaire, arrogant et dominateur, en même temps qu'un père sévère, distant, impérieux et souvent irascible. Longtemps après leur mariage, Clara ne put se défaire de l'habitude de l'appeler oncle. Après sa mort, elle conserva dans la cuisine son râtelier de pipe. Quand il était question de lui, elle le montrait du doigt comme pour invoquer son autorité. Leur mère compensait largement l'affection dont les petits-enfants manquaient de la part de leur père. Selon le portrait que brossa beaucoup plus tard son médecin juif, Eduard Bloch, après son émigration forcée de l'Allemagne nazie, Clara Hitler était une femme simple, modeste et pleine de bonté.
Grande, elle avait des cheveux bruns soigneusement tressés et un long visage ovale avec de beaux yeux gris-bleu expressifs. Soumise et réservée, c'était une femme posée et pieuse, qui partageait son temps entre l'église, la tenue de son ménage et surtout l'éducation de ses enfants et de ses beaux-enfants. La mort en bas âge, à quelques semaines d'intervalle, de ses 3 premiers enfants, en 1887-1888, puis celle de son 5e enfant, Edmund, à 6 ans, en 1900, durent être pour elle autant de coups durs. Le fait de partager la vie d'un homme irascible, insensible et impérieux ne put qu'aggraver son chagrin. Qu'elle fit l'impression d'une femme triste et rongée par les soucis n'est guère surprenant. Pas plus que l'affection et la dévotion protectrice et étouffante dont elle entoura les 2 survivants, Adolphe et Paula. Ses enfants et ses beaux-enfants, et Adolphe en particulier, lui rendirent cet amour et cette affection. De l'extérieur, c'est son amour pour sa mère qui retenait le plus l'attention, écrivit par la suite le docteur Bloch. S'il n'était pas le fils à sa maman au sens habituel du terme, je n'ai jamais vu d'attachement plus grand. Manifestant l'un des rares signes d'affection humaine dont Mein Kampf porte la trace, Adolphe écrivit « J'ai révéré mon père, mais j'ai aimé ma mère ». Il emporta sa photo avec lui jusque dans les derniers jours du bunker.